Gauthier Rybinski, bonsoir. Bonsoir. Tous deux ont appelé la Russie à cesser son intervention en Ukraine. L'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies a parlé d'immenses menaces pour toute l'Europe et le monde après l'attaque la nuit dernière sur une centrale nucléaire. Oui, pour deux raisons. La première, on s'en souvient, c'est Tchernobyl en 1986, où un certain nombre d'ailleurs de chercheurs ou de responsables, vous en souvenez peut-être, avaient affirmé que le nuage de Tchernobyl, par exemple, pouvait éviter certains pays. On sait ce qu'il en est advenu, on sait ce que, bien sûr, la région de Tchernobyl, qui est cette région aux confins de la Biélorussie et de l'Ukraine, a subi en termes de destruction, que ce soit la faune, la flore. Et je n'oublie pas non plus ceux qu'on a appelés en Russie ou en Union soviétique à l'époque les liquidateurs, c'est-à-dire ceux qui sont allés sur le site de Tchernobyl, au péril de leur vie, pour combler, pour construire un sarcophage, pour ensuite le bloquer, et pour faire en sorte qu'il y ait le moins de radiation possible. Ces gens-là sont tous morts dans les 3, 4 ou 5 années qui ont suivi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle découle de la première, c'est que si les forces russes sont capables de se livrer à, au fond, ce qu'on peut appeler un attentat de ce type-là, c'est-à-dire méprisant aussi leurs propres soldats qui sont à proximité. Ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont pas, et là on peut forcément penser à Vladimir Poutine, qu'ils n'auront pas la retenue de l'employer d'une autre manière, à des fins tactiques, comme ça peut être le cas, évidemment sans oser croire qu'ils l'emploient de manière stratégique. Donc voilà deux bonnes raisons, si vous voulez, pour condamner ce qui est en train de se passer. La question étant de savoir quelle est non pas dans la doctrine russe, on y reviendra peut-être si vous le voulez bien, mais dans l'esprit des dirigeants russes, jusqu'où peut aller l'emploi de l'énergie nucléaire, on va dire, ou des radiations qu'elle cause, à des fins justement de gains ponctuels sur le terrain, et à des fins aussi de communication, parce qu'on voit très bien qu'on est entré, on y est depuis le début d'ailleurs, c'est idiot de le dire, mais on est aussi dans la guerre de communication, et qu'à partir du moment où on communique sur un attentat pareil, eh bien, on a un certain allant sur les autres, de la même manière que le président ukrainien Zelensky, quand il a parlé de terreur nucléaire, il n'a peut-être pas tort, mais pour l'instant, il n'a peut-être pas complètement raison, mais que ça fait partie aussi de ce que les Ukrainiens ont intérêt à dire, parce qu'ils sont, comme on l'a dit, face à la résistance qu'ils opposent, avec cette envie de se défendre, ils sont un peu comme des morts de faim, ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils ont envie... La question nucléaire, ça peut faire peur Bien sûr. aux Européens, Bien sûr, notamment qui sont juste à côté. Voilà, c'est ce que Zelensky disait. Il disait, vous ne nous aidez pas, il disait ça cette nuit, mais c'est une terreur qui concerne toute l'Europe, donc prenez conscience de cela. C'est à la fois vrai et probablement, pour l'instant, je l'espère, exagéré. Héloïse Fayet, vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, spécialiste des questions nucléaires. Bonsoir. L'armée russe, on l'a vu, avait déjà pris le contrôle du site de Tchernobyl la semaine dernière. Quelle est l'importance stratégique de ces centrales pour l'armée russe ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler les faits de ce qui s'est passé cette nuit. Donc effectivement, un bâtiment d'entraînement situé dans le complexe de la centrale a été visé par des tirs d'artillerie, ce qui a ensuite provoqué un incendie. Heureusement, selon l'AIEA et le gouvernement, les autorités ukrainiennes, aucun des 6 réacteurs de la centrale n'ont été touchés. Mais il s'agit tout simplement d'une campagne militaire traditionnelle avec le ciblage de ce qu'on peut appeler les intérêts vitaux du pays. Et si l'Ukraine tirait son énergie plutôt, on peut imaginer, de barrages que de centrales nucléaires, alors la Russie aurait ciblé les barrages avec peut-être des conséquences encore plus dramatiques. Parce que là, aujourd'hui, il y a de nombreuses centrales nucléaires en Ukraine. C'est sa principale source d'énergie aujourd'hui ? Tout à fait. Il me semble que la moitié de l'énergie ukrainienne, voire un peu plus, est produite par des centrales. Et il y a 4 centrales ukrainiennes et donc cela fait 15 réacteurs. Gauthier Rybinski, plusieurs fois, les Russes, depuis le début de ce conflit, ils ont aussi brandi la menace nucléaire. On a entendu Vladimir Poutine le week-end dernier, Sergueï Lavrov hier. Est-ce qu'on doit prendre ça au sérieux ? Est-ce que les centrales font partie de cette menace ? Dans la mesure où effectivement, ce que vous venez de dire, il y a atteinte aux intérêts vitaux, oui, ça peut faire partie, au même titre, effectivement, que d'autres installations. Sauf que bombarder un barrage n'est pas la même chose que bombarder une centrale nucléaire. Encore une fois, et c'est vrai, il faut faire attention, les bâtiments qui ont été frappés ne semblent pas être directement des bâtiments liés au fonctionnement de la centrale nucléaire. Ce sont des bâtiments annexes. Mais pour répondre à votre question,
Si la doctrine russe, qui diffère en cela de la doctrine occidentale, consiste à dire que l'on peut frapper, notamment avec des armes tactiques, afin de justement produire une désescalade, c'est-à-dire frapper en premier. En clair, ça veut dire ça, c'est que la Russie se réserve le droit de pouvoir frapper en premier. Alors que de l'autre côté, en Occident, vous avez la doctrine de la dissuasion classique. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas dissuasive, mais c'est la dissuasion classique où on dit attention aux autres, si vous frappez en premier, moi je peux frapper en même temps ou même un petit peu avant pour que vous soyez vous-même que vous fassiez face à des dégâts considérables. Vous voyez que ça n'est pas tout à fait la même chose dans l'ordre de frappe et que si on considère que cette doctrine est toujours en vigueur et qu'en plus de ça, elle peut être profondément, j'allais dire, accommodée à la sauce Poutine, à ce moment-là, il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait la volonté, encore une fois, dans un premier temps, d'utiliser, d'employer des armes nucléaires tactiques qui font des ravages considérables, mais dans un rayon relativement limité. Et donc ça peut être une option pour la Russie. Encore une fois, dans ce cas-là, on pourrait même considérer que la doctrine russe actuelle et les penchants de Vladimir Poutine, d'une certaine manière, convergent. Héloïse Fayet, ça pourrait être une option pour la Russie ? A priori, non, parce que tout simplement, la doctrine de escalate ou de-escalate a été effectivement en vigueur dans les années 2010 jusqu'à environ les années 2018-2019. Et c'était surtout une analyse américaine faite par des analystes conservateurs. Et on estime aujourd'hui que la doctrine russe, dont la mise à jour a été publiée en juin 2020, est strictement défensive. C'est-à-dire que l'arme nucléaire, qu'elle soit stratégique ou tactique, ne serait employée que s'il y a une violation ou une atteinte à l'intégrité territoriale de la Russie, donc de l'État russe. Pour le moment, ça ne semble pas être le cas, même si, évidemment, Vladimir Poutine pourrait avoir éventuellement une interprétation un petit peu extensive de cette doctrine. Et rappelons également que Poutine n'est pas le seul à avoir accès à la mallette nucléaire russe. C'est également le cas du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées russes. Et donc on peut espérer qu'il y ait une discussion entre ces trois hommes avant d'en arriver à l'emploi de l'arme nucléaire. Et pour l'instant, on est toujours vraiment dans des dynamiques de dissuasion avec du signalement stratégique nucléaire qui est fait par Vladimir Poutine avec sa déclaration de la semaine dernière. C'est surtout de la communication, Gauthier Rybinski ? Alors, je voudrais juste préciser une chose sur ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, cette doctrine russe a été, la dernière mouture a été publiée effectivement en 2020, alors que si je ne me trompe pas, les précédentes n'avaient pas été rendues publiques. C'était effectivement plutôt des déclarations de Vladimir Poutine, voilà. Ou en tout cas des analyses qui nous semblaient, qui pouvaient faire croire, ou en tout cas l'analyse qui pouvait être faite, surtout aux États-Unis, était cette fameuse escalate ou de-escalate. Aujourd'hui, avec la doctrine officielle et ce qu'on peut aussi, ce qu'on pu en dire des officiers russes, même les Américains estiment que ce n'est plus du escalate ou de-escalate. Alors ça voudrait dire qu'on est revenu à une dissuasion qui est semblable à celle employée en Occident. Et on peut aussi rappeler que Vladimir Poutine a signé début janvier, a réactualisé la déclaration Gorbatchev-Reagan qui rappelle qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Donc c'est une déclaration qui a été signée et rappelée en janvier 2022 par les 5 pays du Conseil de sécurité permanent de l'ONU, donc la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine et la Russie, et donc aussi détenteurs de l'arme nucléaire. Et en même temps, il y a ces menaces. Vous vouliez rajouter Oui, quelque juste chose ? une petite chose, parce que ce que vous avez ajouté est intéressant aussi, c'est la proximité du ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, et qui, dans l'histoire de Vladimir Poutine, est quelqu'un de très proche. Et vraiment un ami, presque, si tant est que Poutine puisse avoir des amis. Et en vertu de cela, on s'est demandé ces derniers temps comment il était possible que Sergueï Shoigu, d'après nos informations, mais on va les confronter, ait si peu accès à Vladimir Poutine. Et donc, par rapport à ce que vous disiez pour le compléter, il y a peut-être aussi cette hypothèse qui n'est pas très rassurante, c'est qu'éventuellement ceux qui seraient capables de tempérer les ardeurs du président russe ne sont pas forcément directement aux manettes aujourd'hui, et que du coup, ça changerait les différentes évolutions de doctrine que nous évoquions, celle de 2020, puis la suite, en fonction précisément de cet isolement. Il est de plus en plus seul aujourd'hui. Il apparaît Poutine. de plus en plus seul. Après, on peut se dire aussi que les capacités russes conventionnelles sont a priori suffisantes pour atteindre les buts que Poutine souhaite en Ukraine. Alors pourquoi toutes ces menaces dernièrement Tout simplement, c'est vraiment du signalement stratégique de la grammaire en fait nucléaire de la dissuasion qu'on avait oublié depuis la fin de la guerre froide. Et Poutine sait très bien que le message fait peur à la population européenne, alors qu'il est mieux compris et interprété par les diplomates
qui voit ça comme aussi une réponse au fait que, par exemple, Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, avait rappelé que la France et l'OTAN étaient elles-mêmes des puissances nucléaires. Donc on est en fait plutôt sur une réponse et des gesticulations stratégiques.